jeudi 10, 17, 17 janvier, et je continue sur cette thématique du voyage au bout de soi. Un voyage qui se fait, en, comment dire, en toute confidentialité, en toute entreprise individuelle, voyage au bout de soi, entre soi et soi. Il n'y a personne dans cette traversée ou euh, dans cette entreprise. Dans la vie, on a l'occasion quelquefois de dire on est seul dans la vie. Quelquefois, on l'éprouve vraiment. Et quelquefois, on le dit, entre autres, parmi toutes les choses qu'on dit. Quelquefois, c'est relativement bénin et quelquefois, c'est un diagnostic euh, dur et terrible à entendre et encore moins à accepter. On est seul, c'est une sorte de malédiction souhaitée et redoutée. Être seul, c'est être confronté à soi. Et d'une certaine façon, désireux d'obtenir le maximum de soi dans une sorte de, de volonté de s'autonomiser complètement. Or, réellement, c'est uniquement de l'ordre de la rhétorique ou de l'ordre de la sur expression de soi et n'a rien à voir avec la réalité. La réalité a besoin de s'adjoindre, la réalité personnelle de chacun, de s'adjoindre des éléments venant de l'environnement, qu'il soit matériel ou autre, l'environnement tout court. Plus l'environnement est, est intéressant et stimulant et densément occupé, mieux l'être, d'une certaine façon, se sent mieux il se sent euh, intéressé aux choses. Seul, on perd un peu le contact et, et même on perd même la capacité de connaître ou d'approcher de, de l'essentiel, puisque en, notre vision est réduite à n'occuper qu'une partie de l'arc des possibles et seul on est par essence limité. Et donc, dans cette entreprise du voyage au bout de soi, c'est pour découvrir cela. Découvrir qu'on est dans l'incapacité à faire les choses en toute autonomie et donc l'occasion de lancer un appel, mais évidemment un appel comme ça et n'a aucune chance d'atteindre un quelconque écoutant et donc il se perd. Il y a comme une descente qui se fait sans arrêt vers, vers un destin ou vers un sort, euh, un sort difficile, mais cela, euh, d'une certaine façon, cela ne fait rien à personne. Et
être seul par rapport aux gens qui vous connaissent, c'est comme quelque chose qui finit par devenir votre réalité. Et non pas une exception, mais votre identité. Quelque part, on vous dit, on vous renvoie cette adresse, vous l'avez choisie. Vous avez tout fait pour, alors assumez. Assumez, puis, comment dire, euh, on ne peut, une fois qu'on a quitté la scène, il n'est plus possible d'y revenir. La scène de la vie n'offre pas la possibilité d'une représentation de plus qu'une représentation, et cette représentation n'a pas eu lieu. Alors, il est trop tard pour prétendre à pouvoir encore occuper la scène. Voilà un peu la chose je peux dire en ce voyage au bout de soi. Peut-être encore une occasion de s'affirmer individuel, de s'affirmer singulier. C'est le moi qui s'exprime euh, encore, qui trouve encore un moyen de s'exprimer, de, de pouvoir se raconter. Notre récit est, est quelque part infini. On pourrait considérer cela, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas vrai. On n'a pas un désir comme ça, incommensurable de se raconter. On a plutôt le désir de témoigner. Témoigner de l'instant. Et aussi de notre incapacité à l'habiter. À habiter cet instant de façon assumée, de façon euh, plaisante, de façon, comment dire, qui sied à notre désir. Je me trouve contraint de faire avec la situation telle et ma seule réaction est de faire ce discours-là. Et donc, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas dire j'ai choisi cela. Cela est devenu ma seule possibilité que j'ai pour exister dans le réel. Et quel réel? Un réel qui n'en a que le nom. Je m'adresse à une caméra qui enregistre mes propos et qui ne peut pas me répondre. C'est quelque chose de totalement artificiel, de totalement incongru. Et après mes propos, je vais les mettre quelque part où n'importe qui pourra les entendre et les entendre comme il lui plaira et en penser ce qu'il voudra sans jamais pouvoir les contextualiser puisqu'il il ne connaît pas le reste de ma vie, les circonstances, etc., qui ont fait que, etc. Évidemment, on espère toujours, on peut toujours un peu quitter ce mode de récit et pour passer à autre chose, commencer à, à, à montrer un peu de distance, on peut le faire, mais je voudrais rester sur des choses que j'ai déjà traitées et ce rapport à la mémoire. La mémoire, elle est, à un moment donné, on l'a à sa disposition et on s'en rend pas compte que c'est quelque chose qui est immense. C'est un instrument, c'est un réservoir qui peut finir par ne plus être aussi généreux, aussi euh, prodigue. Et donc, la mémoire de cet instant, de ce temps, n'est pas la mémoire d'avant. Avant, il y avait des choses. Et puis, la mémoire, même si elle est toujours aussi intacte,
elle a un fonctionnement qui fait que il y a des choses qu'elle préfère un peu oublier. Elle fait des choix. Et donc, le résultat, c'est que certaines choses semblent ne plus tellement être parlantes à soi. Si par exemple, je mets cette théière, cette théière, elle a une histoire et je ne sais plus pourquoi je l'ai mise de côté, pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser. C'est vrai qu'elle a le couvercle qui n'est plus accroché, ce n'est pas la raison. Je sais que c'est un rapport avec un parent par rapport à quelque chose, mais je ne veux pas le dire ici. Ce que je peux dire, c'est que, évidemment, l'être humain se résume, là je voudrais faire ce petit aparté, l'être humain se résume par des choses, par des récurrences, par de la répétition, par delà les distances, par delà les langues, par delà le temps en continu d'officier, de suivre un rituel qui est celui de mettre des herbes dans ce type de réception, de les mélanger et de les consommer. Ce récipient renvoie à un continuum spatio-temporel ou culturel distinct. On voit mal quelqu'un d'ici, de ce pays, utiliser ce type de récipient pour se servir du café ou même du thé. Ce récipient avec ce petit renflement peut même faire penser à une lampe, à quelque chose d'oriental, à une lampe magique. Tiens, je vais frotter, je vais voir si quelque chose ne va pas apparaître. Je frotte et je frotte et je frotte et je frotte et je suis Alibaba et je frotte et je frotte et je frotte. Et rien ne vient. Pourtant, j'en ai des vœux. J'en ai plus que 3. Et même si je devais me résoudre à en donner que 3, ben, j'aimerais, ou même un vœu, ça me suffirait. Mais point de génie, point d'apparition. Voilà un peu quelque chose qui renvoie, qui creuse un fossé, qui maintient dans une différence, dans une altérité. Juste qu'il soit maudit ce récipient s'il continue d'envoyer des messages comme ça erronés sur soi. Non, je suis pas que ça. Je suis pas que ça. Et voilà, donc je suis ça, c'est une sorte de c'est commode, j'utilise ça parce que c'est commode. Pas parce que évidemment parce que c'est pas cher non plus pour quelque chose qui est de l'ordre, puis ça va sur le feu, etc., etc. Il y a un côté, on pourrait avoir un récipient en inox, mais qui soit pas totalement, qui se présente différemment. L'aboutissement dans tout ça, c'est un mélange de pratiques, un mélange de goût, un mélange d'ingrédients. Et l'être qui est issu de tout cela est un être mêlé, c'est-à-dire culture mêlée, langue mêlée, et évidemment tous les sons mêlés sont considérés comme des sortes c'est des monstruosités. Un son mêlé, ce n'est ni un, c'est pas clair. Ça appartient à deux univers, et normalement ces deux univers ne se rencontrent que par accident. Un mulâtre. Voilà, c'est quelque chose, un sang mêlé. C'est quelque chose d'incongru. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Mais la vie permet les exceptions. Et on est les exceptions à la règle. Il y a comme ça des gens qui sortent de leur univers
et qui vont ailleurs, ils se retrouvent nantis des deux univers, de deux façons d'agir et de réagir, d'aborder, de désaborder, peu importe, des gens, voilà, qui ne savent pas réellement comment se positionner. Si on devait leur poser la question sur ce qu'ils préfèrent, ils seraient très embêtés, ils seraient en incapacité d'apporter une réponse claire et définitive. Voilà un peu quelque chose que j'ai caché. Donc, à un moment donné, je l'ai mise dans une sorte de mal ou souvenir. Plutôt un carton plutôt qu'une malle, mais c'est plus, c'est plus esthétisant de dire mal que de dire un carton. Qu'est-ce qu'il y a de plus vulgaire qu'un carton? Et pourtant, ce carton, à un moment donné, il peut signifier, il peut contenir des trésors évocateurs de choses bien, qui vous ramènent quelque part de ce qui est l'essence de la vie, c'est-à-dire la course après l'événement, la course après le passé. On court toujours derrière pour essayer de rattraper ce qu'on a manqué. La nostalgie fait partie des choses qu'on éprouve le plus souvent. Les choses qu'on a vécues mais qu'on n'a pas assez vécues, qu'on n'a pas vécu comme il faut, comme il aurait fallu le faire. Et donc, quand on se remémore après, en se disant peut-être qu'il aurait fallu que j'agisse différemment, que je dise ceci plutôt que ce que j'ai dit, que il aurait fallu que je fasse cela plus souvent. On est toujours sur le mode d'une sorte de culpabilité un peu culpabilité un peu mineure. Là, on se juge un peu coupable de ne pas avoir fait mieux que ce qu'on a fait. Il y a des culpabilités majeures et, et celles-là, je les laisse de côté. Et donc, il y a quelque chose qu'on met comme ça, on met, euh, on met face à soi une montre à quartz qui, je pense, fait devenir un vestige. Une montre, puis une montre sans bracelet, un petit truc comme ça. Et là, tout d'un coup, le rapport au temps. Le rapport au temps, vous êtes à l'extérieur, et si vous n'avez pas de montre, à une époque où il n'y avait pas d'autres moyens de savoir le temps, il fallait avoir une montre. Parce que ça rassure de savoir. Avoir un repère comme ça, chronologique, ça permet de se dire, si j'ai besoin de faire quelque chose, j'aurai le temps de le faire. Et si, et donc, je sais, je m'autorise, par exemple, une plus grande quiétude ou alors je rentre dans une sorte d'acte précipité pour ne pas manquer la chose euh, que j'attendais ou la chose que je m'étais promis de faire. C'est troisième jour de non-échange de la parole. J'ai encore la mémoire pour le dire et l'affirmer. C'est le troisième jour, au milieu du troisième jour, je n'ai parlé à personne, à part devant cette webcam, et donc cela ne compte pas. Cela n'a aucune conséquence. C'est pas parce que vous parlez longtemps que vous allez vous sentir, comment dire, euh, vous sentir euh, euh, satisfait, vous sentir, je trouve pas le terme, vous sentir
Bon, je laisse tomber. Et donc, je le tends. Le tends et quelquefois, on refuse d'avoir une vraie montre. Parce que il arrive qu'il y a des gens qui refusent, qui ont refusé avant le smartphone d'avoir à à leur poignet une montre. Ça leur pèse. Ça leur semble inutile. Et donc, se rattrape, je me suis rattrapé sur des choses comme ça. Or, ces choses-là ne sont pas toujours d'une durée de vie très longue. D'ailleurs, il n'y a plus le mécanisme à quartz. Et donc, je l'ai sorti pour essayer de, je ne sais pas. Là, cette montre m'a été donnée. Je pense bien comme ça. Mais elle s'est arrêtée. Elle a pas marché. Et l'occasion que j'ai d'avoir besoin d'une montre sont rares puisque je ne suis que rarement à l'extérieur. Après, il est toujours une expérience qu'on fait tous, et qui est une expérience particulière. Pour demander l'heure à quelqu'un, il y a tout un rituel. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander l'heure? Trois phrases pour une phrase. Est-ce que introduction, question, et puis on demande à s'en aller. Excusez-moi, je peux vous demander l'heure. Ah, il est temps. Et puis, merci beaucoup. Trois phrases contre une seule. Un rituel idiot, ça paraît idiot. On peut très bien, donc, le fait juste de, je peux vous demander l'heure, tout simplement, avec le corps, avec un corps, comment dire, en projection vers l'autre. Et puis c'est tout. Et puis merci, ça suffit largement. Pourquoi merci beaucoup? Pourquoi excusez-moi? Y a-t-il là réellement un véritable dérangement? Est-ce que on va arrêter quelqu'un dans sa course pour lui demander? Est-ce qu'on va l'arrêter au milieu de quelque chose de très important? Non, quelqu'un qui marche sans, comme ça, qui fait des choses de façon, j'allais dire, presque machinale. Et voilà, donc c'est pour éviter d'avoir à dire cette phrase, cette suite de phrases, qu'on s'équipe de ce type comment dire, de pis-aller à la place, parce qu'on a refusé une montre. Et c'est là l'occasion de, comment dire, de monter sur cette monture-là, d'enfourcher cette voie-là et de dire, oui, c'est vrai qu'on fait des choix. On fait des choix et souvent, c'est des choix par, comment dire, par soustraction. Je ne me souviens pas exactement comment on dit, mais peut-on encore appeler cela des choix? On pourrait plutôt appeler ça ou ajouter le terme de renoncement. On renonce à une chose. Et renoncer est souvent quelque chose qu'on regrette, qu'on paye tard. Certains renoncements sont sans conséquence. D'autres renoncements sont, sont réellement dangereux et sont réellement d'une conséquentialité sans limite. Mais on ne sait pas, au moment où on renonce à quelque chose, on ne sait pas dans quoi on s'engage. C'est là un autre sens de ce qu'est l'inconnu. L'inconnu que génère, par exemple, une décision, telle que le renoncement à une chose ou à une autre. Ça nous engage dans une vie qui fatalement va se différencier, va diverger par rapport à celle qu'on aurait eue si jamais on avait accepté. On n'avait pas refusé ce qui nous avait été offert. Puisque souvent, la chose est venue jusqu'à nous et c'est en pleine conscience que nous avons pris la décision de dire non ou de rester comme ça sans donner de réponse affirmée dans une attitude de
un peu neutre, un peu sans réaction. Ce qui est là aussi une autre manière de ne pas, de renoncer et de rejeter l'offre. Après, il est toujours l'individu, voilà, une série, une sorte d'addition de choses comme ça. Et ça résume un individu, la série de renoncements à, à laquelle il a, série de renoncements qu'il a eu à faire. C'est pas que un individu a toujours l'occasion de renoncer à des choses extraordinaires. C'est pas, on ne demande pas de faire des choix qui concernent des millions de gens sur une longue période. C'est uniquement le destin d'un individu. Et souvent, ce destin est quand même, quoi qu'on fasse, il est marqué par une grande banalité. Les choix ne sont décisifs que dans une certaine limite. C'est là qu'on commence à relativiser. C'est là qu'on approche aussi de l'erreur. Il y a des endroits dans le monde, pour ne pas dire des civilisations, dans lesquelles le destin d'un individu implique des répercussions sur le destin de beaucoup d'autres. Dans d'autres univers sociaux, économico-culturels, l'individu, il n'emporte pas avec lui dans les choix qu'il fait, il n'emporte pas avec lui tout un cortège de gens, d'affiliés, de parents, etc. Non, c'est un individu qui décide de ne pas faire ceci, ben l'autre va le faire, simplement. Dès qu'il y a un vide, soit c'est les institutions qui vont y pallier, soit c'est des individus. Mais dans d'autres contextes, l'État est défaillant, la société est là aussi est absente, et donc c'est l'individu dans tout seul qui doit intervenir, et donc ses choix, par conséquence, ou par conséquent, ses choix euh, déteignent sur les gens auquel il est lié, il est rattaché. Euh, Beaucoup de gens disent à notre époque qu'ils préfèrent ne pas avoir de descendance pour ceci ou pour cela. C'est une position qui se respecte à partir du moment où elle ne tend pas vers, comment dire, vers une sorte de totalisation. On ne commence pas à prétendre à être la réponse à ce qu'on estime comme problème du moment, quand elle ne se pense pas en tant que choix à recommander. À ce moment-là, elle a le droit d'exister comme toutes les propositions. On part toujours de l'idée qu'on est, d'une certaine façon, on est déterminant. Et c'est non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tout le reste le reste de la création. Et non, on n'est pas déterminant, on ne sait pas comment les choses vont tourner dans 20 ou 30 ans. Il y a tellement d'inconnus qui peuvent se produire, tellement d'événements. Et donc, le choix qu'on fait, il est dicté par la conception et par qu'on se fait de nous, de la collectivité, à un moment donné. Cette conception, si les conditions varient, va changer. Il est possible que le surplus d'humanité actuelle n'existe plus dans quelque temps, dans 2 générations, et que quelque part la contraction commencera à se faire sentir,
Et à ce moment-là, on va dire quoi? On va dire, et la contraction, peut-être, une fois entamée, elle ne s'arrêtera pas. Et donc, cette profusion apparente n'est qu'une, n'est, comment dire, euh, que l'idée qu'on se fait des choses. On a l'impression qu'il y a beaucoup de gens. Ce beaucoup est tout relatif. Euh, Ce beaucoup n'en est pas réellement dans l'absolu. Il n'y a pas une sur-quantité de quelque chose. Il y a quelque chose à un moment donné et logiquement, le moment d'après, cette chose soit va croître, soit va décroître. Obligatoirement, il n'y a pas de stabilité, et ça n'existe pas tellement. Les variances sont possibles, les éléments, comment dire, les éléments intervenants dans l'équation sont tellement nombreux que que tout change, parce qu'il suffit d'une épidémie majeure pour que tout change, pour que l'équation se transforme. Et à ce moment-là, on va dire quoi? On va tenir quel discours? Il y a des choses, à part, certains de mes discours parlent de l'idée qu'on est en capacité de maîtriser les choses. Après le rôle qu'on s'adjoint, on se dit, on est or, l'inconnu est par essence et par définition quelque chose qui est au-delà de la maîtrise. Euh, on ne maîtrise pas euh, la mort, on ne maîtrise pas les processus de déclin, on ne maîtrise rien. D'ailleurs, là, je rejoins ce qui a été dit par les révélations du passé. Il n'y a que Dieu qui connaisse l'heure de votre mort. Il est évident qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. L'heure. Après, évidemment, on peut discuter de ce que c'est qu'une heure, etc. Mais de toutes les façons, la mort est la conséquence d'un certain nombre de d'événements, et ces événements vont conduire à l'extinction du souffle à un moment donné. Et ce moment donné, on ne peut pas le prédire euh, avec exactitude. On peut plus ou moins émettre des hypothèses, mais avec exactitude, on l'a pas. Puis on vient de découvrir que la mort, le cerveau, que moi je pensais mourir en premier, continue de vivre pendant quelques minutes. Et puis après, on va découvrir, ça c'est la suite logique de ce type de propos que je viens de tenir immédiatement. Je vais dire, c'est comme ça que la langue travaille, c'est comme ça que notre, non pas logique, mais c'est comme ça que notre discours se crée ou se recrée. On va dire, il y a, si le cerveau survit pendant 4 minutes, on va peut-être découvrir qu'il survit pendant plus, et on va pouvoir, peut-être, on va dire qu'il survit et qu'il se transfère ailleurs, qu'il y a quelque chose de cette énergie, de cette force ou de cette chose qui a résidé dans cet élément là va, va pouvoir aller continuer ailleurs. C'est une hypothèse très courante et très banale, mais rien n'interdit de l'émettre, rien n'interdit de la proposer encore comme une variation, comme une sorte de et tiens, pourquoi pas, je ne penserai pas cela, ça coûte rien, il n'y a pas moyen de la prouver, il n'y a pas moyen de la désapprouver. On l'accepte en tant qu'hypothèse, c'est-à-dire de petite ou de grande valeur, peu importe comment on l'estime. Donc,
Et c'est ça l'être humain. Dans ce voyage au bout de soi, c'est être là, après n'avoir parlé à personne, et d'être là et non pas se battre, mais être là avec ses mots et et en train d'être emmené par ses mots, par sa façon de les, euh, de les disposer, les choix qu'on fait, les, les choses qu'on met en avant, les choses qu'on choisit de ne pas traiter ou qu'on dit qu'on va traiter plus tard. C'est c'est une représentation, non pas fidèle, mais une représentation assez intéressante de ce qu'est un être humain face à soi dans ce voyage qu'on fait tout seul. Et j'ai pensé à quelque chose, puisque hier, donc en parlant comme ça, j'ai pensé à quelque chose. C'est comme ça que ce qu'on appelle l'esprit travail. Et j'ai pensé à cette chose, j'avais pas trouvé. J'avais commencé à parler d'un tableau qui, lui, pourquoi est-ce que j'ai pensé à un tableau d'ailleurs? C'est que j'ai eu quelque chose qui m'y a fait penser. Après, un tableau, comme il y a des repentirs dans le tableau, c'est un mot que j'avais réussi à sortir à un moment où il était pertinent. Donc les repentirs. Et hier, je n'avais pas utilisé le mot repentir, mais j'avais pensé à un tableau qui ne cesse d'être pris et repris. Il y a des éléments, comme il arrive pour les gens qui peignent, d'effacer. D'effacer et de reprendre et d'effacer un personnage, puis d'en mettre un autre, etc., etc. Et donc un tableau en perpétuel recommencement. Et après, aujourd'hui, j'ai pensé ce matin à ce tableau, au tableau de sa vie. Et en fait, un tableau, quelque chose comme cette conscience de soi et cette compréhension de soi qu'on arrive à achever que très très tard. Ou alors on commence un peu à appréhender dans ces grandes lignes, mais une fois que mais de façon, ça ne vient pas de suite, ça met longtemps à venir et c'est quelque part, euh, on commence à entrevoir les grandes lignes de notre vie et etc. Les éléments qui composent notre tableau privé, on commence à le voir dans toute sa multiplicité et dans toutes ses dimensionnalités qu'à partir comment dire, qu'à un moment donné où cela risque de nous devenir sans, devenir sans objet. Nous allons être mis en face de notre vérité, de notre identité, de notre, j'en sais rien, spécificité, et, et en fonction de cela, nous allons pouvoir nous comprendre. Imaginons un visage, il porte en lui le présent de l'individu, mais aussi son futur. Et on a un visage qui change, mais qui change lentement. Et si on se regarde, on ne sait pas lequel des visages est réellement le nôtre. Si, si on doit être représenté par le visage de 30 ans, de 15 ans, ou de plus tard, à partir de quel moment ce visage va commencer à nous parler pour de vrai, à nous inspirer. On se regarde à un certain âge, et puis on ne comprend pas qui on est, ni à quoi on a été destiné, ni à quoi on peut prétendre, ni rien. On ne comprend pas. On est devant une énigme. C'est soit, évidemment, jamais fidèle, puisqu'un miroir, c'est quelque part ça agrandit ou ça réduit,
mais en face comment dire, quelque chose qui nous ressemble, mais qui ne nous parle pas. Ou alors, elle nous parle, mais de façon brève et sans conséquence. Ça dit quoi? Un visage de 25 ans ou 24 ans, ça dit quoi à la personne qu'il a en face? Ça lui dit tu as intérêt à faire à faire mieux? Non, ça lui dit c'est bon, tu peux y aller. Ça dit quoi? Ou alors ça peut lui dire quelque chose qu'il n'a pas envie d'entendre, mais ça lui dit pas, ça lui ouvre pas les portes de l'avenir, les portes de ce qui est hors de hors d'accès, hors d'atteinte. À 50 ans, à 60 ans, on perçoit pas encore l'être qui va venir. On peut peut-être faire des emprunts par-ci, par-là, mais on ne perçoit pas l'être. On commence à décliner, mais on ne voit pas. La personne connaît. On ne voit pas encore apparaître le crâne, le visage de la mort. Il y a encore de la chair, mais donc ça ne nous parle pas encore. Et à partir de quel moment ce visage, ce portrait va nous parler? À partir de quel moment on va se dire c'est bon, il est venu le temps d'agir, de bien agir. Encore une fois, c'est toute la question, le bien agir. Et donc, pour finir un peu ce tour d'horizon, il y a ce papier issu d'un jeu, sans grande conséquence, un jeu fait par une société qui n'offrait pas grand-chose. C'est l'idée de croire qu'on peut prétendre à quelque chose comme ça, de façon gratuite. Un jeu évidemment, un jeu de hasard, un jeu d'arbitraire, mais même en cela, c'est comme être soi, encore soi, l'âne qui court après la carotte. Ce n'est pas la carotte, il n'y a pas le bâton, il y a juste la carotte. On va peut-être lui donner la carotte, mais tout cela pour une carotte, ça ne, ça n'a, ça, il vaut mieux d'ailleurs, dans un sens, il vaut mieux une carotte, plutôt que de recevoir des coups pour avancer. Il vaut mieux être comme ça, un peu aiguillonné par la tentation, plutôt que plutôt que par la violence, plutôt que par l'affliction. Mais en tout cas, euh, la, la chose élémentaire consisterait à considérer que le hasard est quelque chose dont on ne doit pas tenir compte. Dans certaines situations, dans certains contextes, le hasard ne doit pas exister. Il ne doit pas être comme ça, tenté par une gratification ridicule, être être tenu en laisse pour quelque chose de, de si peu substantiel. Si on aime le hasard, si on aime fréquenter un peu la chose inattendue, on peut le faire pour quelque chose qui vaut réellement le coup, quelque chose de conséquent. Et donc voilà, on est comme ça, on court après des gratifications, et vu que les gratifications sont de peu de valeur, donc on en voudrait en accumuler un maximum. Et voilà que j'essaie d'obtenir euh, une sorte de réduction par-ci, par-là, une autre, et une autre, et une autre, pour finir par accumuler combien? Rien de bien conséquent, rien de bien
rien de bien lourd dans la poche. Juste quelques broutilles, juste quelques petites miettes, les miettes. À courir derrière les miettes que jetterait une sorte de joueur, une sorte de quelqu'un qui s'amuse, un puissant, qui s'amuserait à jeter des miettes comme ça, aux nécessiteux qui l'attendent, comme ça, à la sortie de chez lui. Voilà, les pauvres, tenez, prenez-en. Il n'y en aura pas pour tout le monde, mais à celui qui arrive le premier, à celui qui a la chance, à celui... voilà. Et donc, un simple papier, bien sûr, ça parle. Un papier, ça peut parler. Beaucoup de choses sont parlant. Il y a toujours le problème de les choses qui ne parlent plus, qu'on a mis de côté, mais qui ne vous parlent plus. Ou alors, il faut les faire parler, pas malgré eux, mais il faut les faire parler, mais en inventant, en supposant, en se creusant la tête, pourquoi j'ai mis ça de côté, qu'est-ce que c'était censé me dire. Sur le moment, ça m'avait paru totalement pertinent et totalement euh, en accord avec l'idée que je me faisais d'une certaine présence dans le temps et c'était relié à ceci, à cela. C'était quelque chose qui pouvait me m'interroger, m'apporter, me, m'inspirer. Et maintenant, je le vois, il ne me dit plus rien. Je le vois, je le touche, je peux le manipuler, mais il ne se passe rien. Sauf, sauf ce mouchoir-là, ce morceau de tissu qui vient de quelqu'un. C'est ce qui reste. Enfin, ce morceau de tissu, c'est ce qui reste d'une personne. Avec, avec une ou deux petites choses que je n'ai pas sous la main, mais ce mouchoir-là est le plus conséquent. Une personne, quelque part, que j'ai rencontrée, dans des conditions, mais elles étaient ce qu'elles étaient, et j'ai décidé, comme ça, qu'elle n'était pas, que je ne pouvais pas m'embarquer avec elle dans cette aventure qu'on appelle l'aventure de la découverte approfondie de l'autre. Quand on sait que sur le moment, on, on a, comment dire, une sorte de préscience et quelque chose qui nous dit que nous sommes en train de faire, de mal faire. Mais nous faisons quand même. Nous maintenons l'autre à distance. Qu'est-ce qui est plus assuré et plus clair que de dire qu'une personne est impossible à connaître, est impossible à estimer comme ça, après quelques premiers contacts. On a besoin, on a besoin de temps. Le temps est une variable qui a une importance capitale dans cette affaire. Le temps. Évidemment, on peut avoir besoin de beaucoup de temps dans certaines situations. On peut avoir besoin. Mais là, une personne, on peut dire, on a besoin de 1 mois, 3 mois, 5 mois, dire un an, quelque chose dans ces eaux-là. 1 an. Je t'accorde 1 an pour que tu me convainques que tu as quelque chose à me dire. Ou plutôt que nous pouvons faire quelque chose ensemble. Tout sauf le rien, le vide.
tout sauf le non-événement, tout sauf le fait de se retrouver soi face à soi. Un être, c'est un ensemble, c'est un voyage qu'on peut faire, mais c'est un voyage qui change avec les personnes. On ne fait pas le même voyage avec tout le monde. On fait un voyage particulier avec une personne. Et puis, si on vient en faire avec une autre, ce sera un autre voyage. Et ce voyage demande à ce qu'il soit un peu long. Pas un court voyage, pas un petit voyage de quelques... Non, un voyage comme ça, le temps de bien regarder l'autre dans les yeux, de bien entendre l'écho de ses phrases en nous et puis de voir si ce qu'on peut lui dire va éveiller des choses en lui. C'est cette, on l'appelle l'alchimie dans ces histoires-là, l'alchimie qui n'existe pas, qui est une chimère, mais c'est des choses qui naissent d'un rapport. Parce que l'autre, chaque autre, est porteur d'une histoire, on va dire d'une lignée génétique, mais aussi d'une mémoire, et aussi d'une série de liens, mais aussi d'une série de possibles. Chacun traîne derrière lui une histoire et un certain nombre de possibles et un certain nombre de futurs auxquels on accède si on accepte, si on l'intègre à soi. Soit on a, comment dire, on accède à plus de densité. Donc, ce vestige ne peut parler à la place de la personne. Je ne peux pas me satisfaire de cela, de cette personne. Uniquement cela. Pourtant, c'est comme refuser un crédit alors qu'on sait que le nombre d'établissements qui sont en capacité de vous l'accorder sont limités. Et souvent, c'est parce que quelqu'un que vous connaissez vous a présenté au banquier, au prêteur. C'est souvent le résultat d'un certain nombre, d'un concours de circonstances qui ne se répète pas à l'infini. Donc, vous rencontrez une personne et cette rencontre est un miracle. Chaque fois, une rencontre est un miracle. Et sur le moment, vous ne le percevez pas de cette façon-là. Vous n'en avez pas conscience. Ou vous en avez une petite conscience. Après, il sera toujours temps de pleurer après les morts, d'essayer de se racheter. Cette personne, elle n'est plus là. Peut-être qu'elle n'est plus en vie. Peut-être que c'est moi qui suis mort. Peut-être que c'est moi qui ne suis plus de ce monde et tout ce que je fais n'est qu'une illusion, n'est qu'un rêve. Cette personne n'est plus là. Je n'y ai plus accès. D'ailleurs, sur le moment, je ne me souviens plus de son prénom. Il faudrait d'abord retrouver son prénom. Il est possible que je ne retrouve jamais son nom. Et l'ai-je connu d'ailleurs, son nom, pour que j'aille à sa recherche. Et puis, le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire contre le temps qui est passé toutes ces années? Qu'est-ce que je peux encore réussir quand j'ai tout mal fait? C'est comme ça. On va peut-être monter une société de personnes vieillissantes, pas comme ça, société de contributeurs, chacun apportera son histoire. Et puis, on se tiendra compagnie, on se racontant comme ça nos histoires. C'est tout ce qui reste. Raconte-moi
ce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Qu'est-ce que tu as de beau à raconter? Qu'est-ce que tu as de mauvais à raconter? Qu'est-ce que tu as de moche à raconter? Raconte tout. Oui, raconte tout. Allez, ne sois pas gêné. Ici, on est tous pareils. On n'a rien, on n'a rien bien fait dans notre vie. Alors, on va pas se la jouer. Si on est là ensemble, c'est parce que quelque chose nous a, nous avons mal fait certaines choses. Alors, ici, c'est la dernière occasion. Alors, prends-la et puis vas-y, narre ce que tu as envie de narrer. Quelque part, il faut payer pour les erreurs, pour les manquements, pour les approximations, pour les défaillances, pour tout ce que on a mal entrepris, tout ce qu'on a mal fait, des malfaçons. C'est pas loin de la malfaisance, malfaçon. Nous sommes des malfaisants. Envers nous-mêmes, évidemment. Après, l'autre, on ne peut pas toujours, il se peut, dans une certaine vision des choses, que ce qu'on a refusé à l'autre, on lui a comme ça, de façon indirecte, on lui a épargné de connaître, non pas cela, mais on lui a permis plutôt de rester en capacité d'être ailleurs. Quand on est avec quelqu'un, on ne peut pas être avec un deuxième. Mais si quelqu'un n'ouvre pas sa porte, on peut aller frapper ailleurs. Et peut-être c'est à la deuxième ou à la troisième ou à la quatrième fois, la quatrième porte qui s'ouvre, c'est peut-être là qu'on va trouver ce qui nous convient. Il faut peut-être pas accepter l'invitation du premier venu. Il faut peut-être négliger la première porte et la deuxième et la quatrième et la cinquième et peut-être choisir parmi celles qui restent. Et on n'a qu'un destin à jouer. On n'a qu'une représentation. Je reviens sur la représentation, une seule représentation à jouer. On ne peut pas se permettre de la rater. On ne peut pas se permettre qu'elle se passe de façon insatisfaisante. Nous devons jouer comme il faut, jouer juste, le plus juste possible. Après, il est évident que ce voyage au bout de soi change en fonction. C'est la définition même du voyage immobile et le voyage immobile. Voyage avec les mots, quelquefois ça semble tourner en rond. C'est comme sorte de paysage qui ne se renouvelle pas, un paysage sémantique qui ne se renouvelle pas. Mais quelquefois, on arrive à faire des incursions dans quelques territoires qu'on n'a pas l'habitude de fouler. Et c'est toujours le hasard. Le hasard qui fait que, voilà, un hasard contrôlé, puisque j'ai fait le choix des pièces dont j'allais parler. Mais on peut aussi, évidemment, le propos n'est pas resté focalisé sur les pièces. Il a été aussi voir ailleurs. Et c'est aussi une volonté de marquer, malgré tout, même en tournant en rond. On finit toujours par voir quelque chose qu'on n'a pas vu, à laquelle on n'a pas vraiment prêté attention. Le paysage est souvent un paysage, le rythme du voyage fait que on n'a pas le temps de se focaliser. Et parce qu'on revient toujours, euh, on revient toujours sur nos pas, et à ce moment-là,
on a la possibilité de se dire, tiens, aujourd'hui, là, je décide de mieux voir cette petite portion de paysage. Et peut-être y trouverai-je quelque chose que je n'avais pas aperçu la première ou la deuxième ou la 50e fois que je l'avais entreaperçu. Toujours, toujours insister. Il y a des choses apparentes, il y a des choses non apparentes ou désapparentes. Il y a plusieurs couches dans le même paysage. La réalité est une réalité qui admet le visible, mais aussi l'invisible, et peut-être derrière l'invisible, il y a encore une autre couche de choses pour lesquelles on n'a pas de nom. Visible, invisible, il est possible de parler de quelque chose d'autre et qui ne se situe pas dans cette dimension-là. Le visible, c'est parce on a des sens. Et ces sens-là nous permettent de dire ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Mais il est possible qu'il y ait des dimensions pour lesquelles on n'a pas de sens. On n'a pas la capacité de percevoir, pour lesquelles donc on n'a pas de mots, on n'a pas de termes. Mais c'est comme si elles n'existaient pas. Et ce qui n'existe pas ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Et justement, c'est là le paradoxe de la chose. Il faut penser qu'il existe des choses qui sont à première vue inexistantes. Et c'est là la fréquentation du même paysage finit par faire naître. Fréquentation des mêmes propos de ce voyage au bout de soi fait émerger là aussi des choses à laquelle on n'avait pas pensé au début. C'est vrai que un être humain, est toujours un peu l'objet de ces mots. Il est un peu le produit du quelque chose de particulier. Cette chose-là, elle est partout visible. Qu'il change, que je change de propos, que j'embarque sur un autre, c'est toujours moi. Et donc, on va retrouver peut-être une identité trop visible, une proximité trop apparente et quelque chose de l'ordre de la répétition sans fin. C'est comme ça. La répétition, c'est parce que j'ai encore la possibilité de le faire. De toute façon, tout est signifiant et tout est parlant. Un être mort ne peut pas se répéter. Un être vivant, il a encore ce loisir-là. Il peut répéter tant qu'il en a envie, tant qu'il en a la capacité. Il peut répéter la chose avec les mêmes formules et ça ne doit pas nous gêner. On a la liberté de le suivre ou de ne pas le suivre. Il a aussi la liberté de répéter les mêmes attendus, les mêmes questions, les mêmes petites excentricités linguistiques et les extrancités qu'il a quelque part, il n'y a pas de limite au niveau des mots, au niveau des propos. La seule limite, c'est d'être encore dans une certaine, qu'il n'y ait pas trop de confusion. Après, une fois que le propos une fois que le propos a de la cohérence, il a de la légitimité. Et encore, la confusion est aussi légitime qu'autre chose. La confusion, c'est quelque chose qui nous fait comprendre que tout ce qui est clair, tout ce qui a l'air rationnel, a l'air ordonné, a l'air euh, comme ça satisfaisant au premier abord, mais peut-être pas tout ce qu'il y a.
Il y a peut-être dans le monde quelque chose qui n'a pas de sens. Il n'y a pas d'ordre. Que la confusion, que le désordre, que n'importe quoi, que le hasard total, que quelque chose qu'il n'y a pas de sens, qu'il n'y a pas de loi ultime, qu'il n'y a pas de destinée, qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a rien ou qu'il y ait quelque chose, et cette chose, on peut l'appréhender, on peut ne pas l'appréhender. La confusion. Peut-on imaginer confusion plus énorme que celle télescopage de deux amas stellaires? Quel intérêt? Quel intérêt à la chose? Et pourtant, c'est le chaos, c'est la confusion, c'est le mélange sans raison. Un élément va avoisiner avec un autre. Il va se retrouver mélangé comme ça. Y a-t-il quelque chose à en déduire? Y a-t-il une leçon à en tirer? Un amas stellaire contre un amas stellaire, c'est de l'ordre du plus grand. Après, évidemment, quand on s'attaque à l'infra, à ce qui est invisible, de l'ordre du micro, à ce moment-là, on peut conjecturer aussi, mais là, c'est encore plus difficile à appréhender que le reste, la confusion, le manque, le manque de plan, l'incompréhension, la, la chose qui perturbe, la chose qui semble ne pas convenir, qui embarrasse, qui met en échec toutes les, comment dire, toutes les explications qu'on a en réserve. On pense dominer, on pense maîtriser, parce que on a fait les choses, on a compris les processus et on a mis en chose les protocoles nécessaires pour se prémunir. Et pourtant, l'inconcevable, la chose inattendue, la chose qui n'aurait pas dû avoir lieu, se produit au moment. L'attend le moins, on la désire le moins. Ça se produit et tout est bouleversé. Wow. À tout le moins, beaucoup de choses sont bouleversées dans le destin d'une petite collectivité. La collectivité doit se réorganiser parce qu'elle fait face à un changement inhabituel, un changement aux conséquences énormes, voilà, un changement, un bouleversement. Voilà, accepter l'idée de la confusion, c'est accepter aussi l'idée que le monde là, n'est pas toujours tel qu'on le voudrait, qu'il ne répond pas toujours selon nos souhaits, qu'il semble se comporter d'une manière un peu incompréhensible, un peu brusque, un peu dérangeante, un peu même traumatisante. Qu'est-ce que cela veut dire? Tous ces mots, tous ces synonymes et toutes ces... Quand on apporte un synonyme après l'autre, on veut préciser la pensée, on veut faire quoi? Qu'est-ce qu'on cherche derrière cet étalage de synonymes? C'est un voyage au bout de soi et un jour, vous êtes plus enclin à dire certaines choses et à un autre moment, vous l'êtes moins. Vous dites des choses différemment. Et et ces mots-là, d'une certaine façon, dans, dans un souhait ultime, cherchent à intercéder, quelque chose qui pourrait intercéder auprès de ceux
excellent les puissances, puisque on est obligé d'utiliser ce terme, d'imaginer qu'il y a des puissances. On se juge faisant partie d'un ordre puissant, on s'imagine qu'il y a des puissances et que ces puissances-là agissent et jugent, observent, décident et nous accordent, comment dire, nous accordent soit leur pardon, soit nous décident de nous infliger des punitions. Et donc, pour un peu apporter quelques éléments à décharge, voilà des mots là censés plaider ma cause, pour me dire que malgré l'image que je donne, ou que j'ai pu donner, je reste un homme qui a fait avec les limites qu'il avait à un certain moment. Évidemment qu'il a fait des choix, c'est-à-dire non pas illicites, mais des choix regrettables, mais qu'il le reconnaît aujourd'hui, qu'il le reconnaît, qu'il le regrette, il aimerait que ces mots intercèdent auprès de lui, pour lui auprès de ceux et celles qui pourraient encore lui tenir rigueur pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il a été. Des mots d'intercession, des mots de pardon, des mots d'indulgence. Voici que je suis revenu à l'époque des indulgences. Au moins, je n'achète pas les indulgences. Je n'ai pas les moyens d'acheter une indulgence auprès de ceux que j'ai maltraités d'une façon ou d'une autre. Je la réclame. Je fais appel à leur générosité, à leur mansuétude, à leur esprit de bienveillance et leur pouvoir de pardonner. Ils ont cette capacité-là, ils ont ce pouvoir-là. Je leur demande humblement de me pardonner et d'accepter de m'accorder leur indulgence. Après, voyage au bout de soi, et c'est une menterie. C'est quelque chose c'est un montage, c'est une mise en scène qu'on fait soi-même. De parler comme je parle, ça, ça me fait rire, mais un rire complètement désolé, un rire qui n'a aucune, qui totalement amer pour moi-même d'abord. Mais j'ai aucun moyen d'atteindre ceux à qui je pense. Aucun moyen. Je suis limité par beaucoup de choses. Je suis encore existant, mais tout concourt à me faire croire le contraire. Pourtant, j'ai encore un nom, j'ai encore une adresse, j'existe encore. Et tout me prouve le contraire. Alors, peut-être, il arrive à certains de penser à moi. Et peut-être, il leur arrive aussi de penser à moi avec un certain attendrissement. Je les remercie d'avance pour cela. Je les remercie de façon sans pouvoir le leur dire en face. Je les remercie pour leur tendresse et pour leur affection.
si elle doit exister. S'il y a des gens qui pensent à moi avec affection, cela est fort aimable de leur part. C'est un cadeau énorme qu'ils me font avec affection et qu'ils pensent à moi en me souhaitant de ne pas être au plus mal. Et quelque part, une divinité par-ci par-là veille sur moi. Je te souhaite de ne pas être oublié des dieux, qui au moins un dieu comme ça, qui accepte de te prendre en charge. Oui, si cela était possible, j'en serais fort heureux qu'un dieu, qu'une déesse veuille m'accorder un peu de son attention, juste m'aider un peu à supporter la dureté des jours actuels et des jours à venir. Simplement que cela se passe quelque part, que la mort vienne sans que cela soit trop visible, que la mort me prenne par surprise, qu'il ne me laisse pas le temps de la désirer. Voilà un peu le souhait ultime qu'on puisse faire, mourir comme ça, par surprise, être ravi à ce monde qu'on n'a aucune, qu'on ne regrette d'aucune manière. On ne peut pas regretter un monde quand on n'a que ce monde à disposition. Si j'avais fait un autre voyage, ils avaient pu comparer. Pour ce monde, il semble ne pas être à la hauteur de nos attentes pour plein de raisons. Il semble nous décevoir. Il semble, ce corps semble nous décevoir. Nous nous décevons nous-mêmes tout le temps. Il n'y a pas moyen d'être fier d'une de nos actions, de nos paroles. Rien. Rien qu'on puisse, comme ça, revendiquer. Une action ou une parole qui pourrait nous représenter, plaider pour nous. Voilà un peu, donc ça a l'air d'être la fin de ce propos pour ce moment. Et évidemment, dans dans ce voyage, il y a toujours, on a, on a une sorte de devoir, de responsabilité. Il y a des gens comme ça parmi les délits ou même les crimes qu'on commet vis-à-vis d'un certain nombre de gens, c'est qu'on les oublie. Il y a des gens pour lesquels on a un sentiment de, comment dire, d'amitié éternelle. On les convoque souvent, alors que d'autres, on a plutôt tendance à les laisser dans une sorte d'indifférence. C'est pas parce que je n'ai pas pu te connaître que je ne dois pas te regretter. Tu es venu à moi ou je suis allé à toi, mais on n'a pas pu. Et les choses qui n'ont pas pu avoir ont le droit d'être aussi regrettées, d'être rappelées, sûrement, parmi les choses que j'aurais pu vivre, les gens que j'aurais pu connaître. Il y a sûrement des gens qui m'auraient marqué,
qui m'aurait vraiment changé la vie. Mais, et toujours ce mais, ce maudit mais je n'ai pas pu le voir, je n'ai pas pu le dire, je n'ai pas pu aller dans ce sens. Au moment où je pouvais encore le faire. Il y a des gens qu'on cite une fois très rarement. Il y a des gens dont on a oublié même jusqu'au visage, jusqu'au nom, jusqu'au prénom. On ne sait même plus en quelle année on les a connus, et d'autres pour lesquels on a une mémoire infaillible. Leur visage est toujours là, leur nom, leur prénom, et même plus. Et ce n'est pas juste. Et ce n'est pas équitable. Alors pardon, pardon pour toutes les inégalités, pour tous les manquements dont je peux faire preuve, pour tous les oublis, sûrement pas volontaires, pour toutes les amnésies non bienvenues, malvenues, toutes les amnésies malvenues. Ce corps, cet être, à vous, qui n'est pas à la hauteur d'aucune manière de ce qu'on estime être, de estime être faire ou composer un être humain. Il y a de la défaillance, il y a du vide, il y a voilà, un voyage au bout de soi suppose d'une certaine façon, on ne choisit pas toujours la destination. J'allais dire la destinée. C'est la même chose. On ne choisit pas. Quand on s'arrêtait, on ne choisit pas. Il y a un voyage concret que je n'ai jamais entrepris. Aller, aller, j'ai oublié le. Il y a quelqu'un que j'ai connu qui faisait un voyage de façon rituelle pour un endroit, pour un lieu d'aisance. Et cet être n'est plus de ce monde depuis longtemps. Et moi, le nom de l'endroit, son lieu de prédilection, j'ai oublié. Je le confonds avec un autre. Voilà, je suis réduit à cela. Je confonds. Mais je ne veux pas citer la mauvaise destination. En tout cas, j'aurais voulu, bien voulu, aller visiter cet endroit en mémoire à cette personne. Quelque part, aller regarder les paysages qu'il a regardés, voir le soleil se lever comme elle l'a vu, voir les montagnes, voir tout ce qu'elle a pu embrasser du regard. La rejoindre un peu dans cette éternité de la vision, voir par-delà le temps et lui faire un petit signe. Je sais qu'elle n'est pas très très loin. Elle loge désormais dans un lieu que je peux visiter et que je ne vais pas visiter. Un lieu dont on ne revient jamais. Elle est quelque part, je ne sais pas à quoi elle ressemble maintenant, mais je sais à quoi elle a ressemblé à un moment. Elle est en moi. Elle est en moi, souriante, debout, assise,
Elle est en moi parlant, sa voix sifflante. Elle est en moi. J'ai cessé de la convoquer. Je ne sais plus pourquoi. Je l'ai fait pendant tellement d'années et puis j'ai cessé. Il y a un moment, on se fatigue, je dirais ça comme ça, de convoquer les morts, les absents, les disparus. C'est pas qu'on les remplace, mais quelquefois on n'a personne, mais on les remplace. On finit par se déshabituer. Oui, à telle occasion, j'ai pensé à toi. Puis l'année d'après, la même occasion, j'ai repensé. Il est arrivé un temps où je n'ai plus pensé à toi, à ce moment-là, parce que c'était toujours de la même façon. Et je me suis lassé de cette histoire-là. Et pourtant, j'aurais pu y apporter des modifications, l'enjoliver, la réinterpréter, l'habiter différemment, et je n'ai pas eu la force de le faire. Une infidélité de plus. Dans toute cette histoire, on commet infidélité sur infidélité. On commet, on outrage les vivants comme les morts. On est, on est comme ça.